Salut les permachouettes. Alors, je vais consacrer cette vidéo à la taille et puis comment dire, quelque chose qui est associé à la taille, c'est l'envie de faire fructifier des arbres. Donc souvent on taille et puis on dit ça stresse les arbres, alors du coup ils produisent plus. Puis du coup j'avais envie de revenir un peu sur cette idée-là, parce que pour moi ça fait pas sens dans ma tête. Je me dis n'importe quel animal, si on le stresse, il fait pas pour autant plus de bébés quoi. Pour moi ça fait pas sens. Alors du coup il y a quelque chose comment dire, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut bien comprendre, c'est que le fruit, pour un arbre qui est statique, du coup lui il est ancré dans le sol quoi. Euh, le fruit, c'est la manière pour lui de se déplacer. Du coup, s'il est à un endroit et qu'il y a des animaux qui viennent le stresser, donc viennent manger les feuilles, ce qui correspond à notre modèle naturel de la taille, hein. Si nous on coupe avec un sécateur, l'arbre il ne va pas se dire on coupe avec un sécateur, il va juste se dire on me supprime les feuilles, quoi. Donc dans la nature, ça correspondrait à ce modèle-là. C'est des animaux qui viennent brouter les petits bourgeons, les petites feuilles, choses comme ça. Donc bah, l'arbre il va se dire si à cet endroit-là je me fais brouter, donc on sait maintenant que du coup en réaction à ça il libère des tas de produits chimiques, des choses qui informent les voisins et tout ça. Ils dialoguent, on pense que aussi ils ressentent des choses, en tout cas ils émanent des activités électriques différentes quand il y a des stress comme ça. Et à ce moment-là, ben, du coup, il va chercher à aller plus loin. Donc le fait de se faire brouter, lui, bah, du coup, il va réagir en produisant des fruits qui vont du coup être emmenés par le processus naturel. Donc il y a des petites vidéos là-dessus qui expliquent très très bien comment les graines elles peuvent être véhiculées. Et à ce moment-là, ben, du coup, la graine va se planter plus loin. Alors, du coup, il faut bien voir qu'un fruit, une graine, tout ça, c'est des stratégies de déplacement pour les arbres. Alors, il y a quelque chose qui est bien fait dans cette histoire-là, c'est que si l'arbre il se fait manger des rameaux, du coup, c'est toujours ça de moins qui pousse, donc il y a de l'énergie qui est là quelque part, qui lui, potentiellement, il aurait pu mettre dans ses rameaux. À ce moment-là, ben, il va utiliser cette énergie-là qui est disponible, on va dire, et au lieu de le mettre dans les branches, il va le mettre dans des fruits. Voilà. Alors, je me suis mis devant des noisetiers ici parce que c'est vraiment typiquement le genre d'arbre qui va faire énormément de bois quand il est bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des forêts de noisetiers, c'est vraiment magnifique. Les noisetiers, ça finit par pousser comme des grands parapluies, comme ça. Ça fait une tige principale au début, puis en fait, il y a plein de tiges qui vont repartir de la base, du pied. Là, on en voit pas mal. Et puis, du coup, ça va finir par faire une espèce de grand parapluie, une grosse touffe, quoi. Et bah, bien souvent, ces noisetiers-là, à l'état sauvage, quand ils ne sont pas tenus en port arbustif, ils se développent en port buissonnant, ils font comme un buisson. Bah, à ce moment-là, il y a tellement de bois produit que bah, lui, il est bien, il n'est pas stressé, il n'a pas envie de se déplacer, donc du coup, il produit peu de fruits. Pas ou peu de fruits. Voilà. Donc certains vont toujours produire un petit peu, mais pas des masses, quoi. Par contre, vous prenez le même noisetier et vous lui supprimez les petits rejetons qui partent de la base ici, et on garde toujours le tronc principal. Et à ce moment-là, eh ben, c'est un arbre qui va se conduire comme un arbuste. Et lui, il va se dire à chaque fois que j'essaye de faire des branches, des nouvelles branches d'en bas, parce que on va dire, c'est mon état normal de bien-être d'arbre. Si je me fais manger toutes ces petites branches à chaque fois que j'essaye de les faire sortir, à ce moment-là, je vais faire des fruits. Voilà. Donc, il y a cette idée de stress en effet, mais il faut se dire vraiment, il faut garder à l'esprit que c'est une stratégie de déplacement. Alors, pourquoi ici, en l'occurrence, moi j'ai gardé les petits rejetons de l'année dernière qui commencent à faire des belles tiges là. Pourquoi je les ai gardés? Parce que typiquement sur un noisetier, si vous voulez faire des boutures, en fait, les boutures même, ça marche pas très bien, quoi. Vous prenez un morceau de tige et vous le plantez en terre, il y a des chances pour que ça parte, mais c'est pas la manière la plus efficace et ça a tendance à faire des sujets qui sont assez faibles à la longue, quoi. Ils vont jamais avoir un bon enracinement. Alors du coup, on fait des boutures sur pied, sur racines comme ça. On laisse les petits rejets partir. On vient buter ici avec un petit peu de terre, là, au pied. Donc là, ici, j'ai mis un petit peu de terre en début de saison, là, à la fin de l'hiver. Et puis, du coup, ces pieds qui sont là, ils vont commencer à développer des petites racines
entre l'endroit où il quitte le tronc principal, et puis là, il va y avoir de la terre jusque-là, puis toute cette partie qui va être dans la terre, du coup, elle aura commencé à développer les petites racines. Et à ce moment-là, et ben, du coup, moi, ce que j'ai fait ici, je vais repailler ça, ce que j'ai fait ici, c'est que chacun des petits arbres, là, j'ai commencé à le tailler pour un futur port arbustif. Voilà. Et donc c'est ça qui fait qu'ici, on a l'impression que c'est un petit peu la jungle, mais en fait, ça va bientôt, là, cette année, je vais pouvoir les couper, et puis je vais les retransplanter ailleurs. Ça, c'est des noisetiers à grosses noisettes que j'ai récupérés quelque part. Donc je suis sûr que c'est les noisetiers qui donnent. Donc je vais avoir des petits clones qui vont partir de là. Et vous voyez celui-là ici, je ne sais pas si on va très bien voir avec la vidéo. Du coup celui-là ici, je l'ai déjà taillé. On a un futur port arbustif qui est là. Voilà. Et toutes ces petites branches qui sont là et qui repartent vers le milieu. Alors moi je suis en Bretagne, donc j'enlève toutes les tiges qui partent vers le milieu. Et du coup, toutes ces petites tiges qui sont là et qui partent vers le milieu, bah, je vais les enlever. Celle-là, c'est celle du petit, mais celle-là, je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Alors, il y a une autre question souvent qui est abordée par rapport à la taille. Donc, bien évidemment, il faut essayer de se projeter un peu dans le futur, se dire que c'est un matériau vivant qui n'arrête pas d'évoluer. Donc, du coup, on va essayer d'imaginer comment l'arbre il va grandir en fonction des tailles qu'on lui fait. Donc, au début, il faut vraiment raisonner comme une charpente, quoi. Il faut regarder un petit peu, se mettre dans la tête des systèmes fractales, à développement comme ça, où on va avoir une tige principale qui va s'éclater, qui va s'éclater, qui va s'éclater. Et puis, on va essayer, nous, d'avoir, si on taille, hein, si on a une activité de taille, on va essayer d'avoir ce genre de charpente-là qui va structurer l'arbre, et le tout de manière un peu harmonieuse, quoi. Alors après, quand vous avancez un peu, vous pouvez essayer de faire des petits effets un peu plus sympas, mais là au début on va juste se concentrer sur essayer d'avoir une charpente harmonieuse pour que l'arbre ne soit pas en danger après de casser s'il y a du vent ou des choses comme ça. Donc le tout, c'est autant visuel que structurel, quoi. On va vraiment voir que les masses, elles doivent être équilibrées autour d'un tronc qui est central, et puis petit à petit que ça grandisse, que ça parte du point central, on va dire, du milieu de l'arbre, et puis que ça grandisse comme ça. Alors quand est-ce qu'on va tailler? Du coup, ça c'est des questions qui sont souvent abordées. Il y a moi, je sais pas, j'ai pas jamais appris ce truc-là. Intuitivement, je le fais, puis a priori, ils ont pas l'air mécontents, mes arbres là. Euh, la taille avec mon sécateur, je le redis, c'est vraiment comme ce qu'on peut regarder, le modèle naturel, on va dire, auquel on peut comparer ça. Ce serait un animal qui vient brouter les petits rameaux, les jeunes rameaux, les feuilles, les choses comme ça. Alors faut se projeter, savoir si l'arbre il peut être broutable. En général, ça donne une indication s'il peut être taillé, par exemple. Un palmier, c'est pas broutable, on le taille pas, quoi. Par contre, de la feuille comme ça, éventuellement, et puis comment ça peut être brouté. Donc là, ce serait éventuellement, je me dis déjà, les petites pousses, quoi, les petites choses qui partent, vous savez, des fois au niveau du tronc, comme ça, on a des. Alors, je vais essayer d'en trouver une. On a des jeunes pousses qui partent. J'en trouve pas, justement. Enfin bref, des fois on a des jeunes pousses qui partent là comme ça, voilà. Genre de truc là, quand c'est un peu plus petit, du coup on va essayer de venir et clac on va pouvoir l'enlever tout de suite. Il faut se dire, un animal, comment il réagirait? Alors l'animal, en fait, il mange pas en hiver parce qu'en hiver, il n'y a pas de feuilles, donc a priori l'animal, il vient pas manger les feuilles ou les rameaux en hiver. Donc souvent on dit qu'il faut tailler en hiver, c'est pas faux, mais en même temps c'est peut-être pas la seule solution. Puisque de toute façon, un animal, il serait là au printemps, parce qu'il a la dalle après l'hiver, ou à l'été, au mieux, je sais pas. Mais bon, du coup, en tout cas, il n'y a pas une seule période de taille. Disons, moi, je fais une taille à l'hiver, vraiment quand il fait bien froid, que la sève est redescendue et tout. Ça, c'est vraiment le point important qui fait qu'on fait une grosse taille à l'hiver, c'est qu'on considère que comme la sève est redescendue un peu, il y en a moins dans les rameaux et tout ça, on pénalise moins l'arbre. C'est-à-dire que lui, il va se réveiller, il va se dire « Ah oui, tiens, au fait, on m'en a enlevé un bout, mais comme mon énergie a été dans le sol, et du coup, après, ça peut mieux repartir, quoi. » Donc, l'hiver, on va en profiter pour faire des grosses tailles. Par exemple, si vous avez un arbre un peu avancé et que vous voulez enlever une grosse branche, ça, vaut mieux vraiment le faire l'hiver. Par contre, en été, ça, c'est Gilbert Cardon des Fraternités ouvrières, il dit « Moi, je fais des tailles en mai, début juin. » Sur ces fruitiers, voilà, donc les fruitiers sont assez fragiles et tout ça, pas de souci. En fait, ce qu'il dit, c'est que là, à ce moment-là,
les petits bourgeons sont repartis, on voit les premières tiges qui commencent à grandir, et là, on commence à voir que l'arbre il va se développer de telle ou telle manière. Avant ça, vous avez pu faire des gros travaux de structure pendant l'hiver, avec la taille d'hiver, mais vous ne savez pas du tout comment l'arbre va repartir. Et c'est important de le faire en mai parce que aujourd'hui, on a des arbres qui vont produire à la fin de la saison, mais encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, plus il va fabriquer de bois, plus il va ramifier dans tous les sens et moins il va produire des fruits. Ou en tout cas, il va peut-être produire autant de fruits, mais il va beaucoup plus s'affaiblir. Et ça, on ne cherche pas, on cherche à ce que nos fruitiers ils restent en bonne santé, ils restent vraiment pleins de vigueur, quoi. Donc, on ne va pas hésiter en mai à refaire une petite taille. Voilà, ça va vraiment aider à la fructification. Il y a encore un exemple, donc là j'étais sur le noisetier, il y a un exemple que je voudrais vous donner et je vais essayer de vous amener juste derrière, je vais prendre un autre angle de vue et je vais vous montrer un pied de goji. Voilà, j'ai pris un angle de vue un peu différent, je me suis relevé et là vous voyez ça c'est un pied de goji qui arrive à surpasser un petit peu là les noisetiers. Alors bon, à terme il y a un noisetier qui va s'en aller ici, donc on aura de la lumière un peu pour lui. Pourquoi je pris le plant de goji? Parce qu'en fait c'est une plante qui est assez populaire parmi les réseaux permacoles et souvent j'ai vu des gens qui se plaignent, en tout cas qui disent que le goji ne produit pas. Donc par contre le goji c'est un développement qui est vraiment hyper prolixe, quoi. Si vous laissez un plant de goji, tout de suite il va avoir des branches très molles qui retombent tout de suite sur le sol, qui se réenracinent, qui repoussent, machin. Et puis même si par exemple moi j'ai vu des gojis entremêlés avec un champ d'ortie, il n'y a aucun problème, quoi. Tout ça, ça pousse très très bien. Le goji, il retombe tout de suite au sol, il refait juste des feuilles à la frondaison, à 1,50 m, choses comme ça. Mais du coup, il ne produit pas de fruits. Bon, déjà, il faut savoir qu'un plant de goji, ça met 3-4 ans avant de produire des fruits, donc déjà, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas s'attendre à avoir des fruits tout de suite, parce qu'on voit quelques fleurs, mais ça ne produit pas. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que la goji, c'est comestible. Vous voyez ces petites feuilles là, les petites pousses, donc on va accueillir ce genre de truc là. Voilà. Et là, c'est un exemple typique de la taille naturelle qui se fait en milieu sauvage. Donc la goji, je pense que ça vient plus ou moins du Tibet ou un truc comme ça. Et donc vous imaginez l'amas du Tibet qui est là et qui vient bouffer ces feuilles-là, un peu tout le temps. Et finalement, le lama qui est là et qui attrape tous les bouts de branches qui retombent, du coup, il va faire en sorte que l'arbre il va lui-même se tailler en trogne. C'est-à-dire que tout ce qui va pousser le long de la tige principale elle est là, voilà. Tout ce qui va pousser comme petit rejet là le long de la tige principale, clac, le lama il va venir grignoter ça. Et puis dès qu'il va y avoir des branches qui vont repartir et qui seront peut-être un peu trop hautes mais qui vont redescendre parce que c'est un peu mou, vous voyez que tout de suite les branches elles essayent de descendre. À ce moment-là, dès que ça va fonctionner comme ça, et qu'il y a des branches qui vont redescendre, le lama, clac, clac, il va manger, il va boulotter ce qui dépasse, quoi. Donc en fait, on a une trogne complètement spontanée en milieu sauvage. Donc si vous voulez vous renseigner sur les trognes, il y a un super bouquin de Dominique Mention, j'en parle assez souvent parce que c'est vraiment un ouvrage assez inspirant et puis un beau relevé historique. Et où il explique qu'en fait, le fait de trogner un arbre, c'est pas forcément de la mutilation, comme on peut le croire. Donc, si vous regardez la vigne, par exemple, c'est une liane qui a été trognée année après année, puis qui finit par faire un pied dur, et puis qui va lancer des branches tous les ans. Là, la goji, on va essayer de faire pareil. Donc, en fait, on va essayer d'avoir finalement une tige principale qu'on va monter le long d'un tuteur. Au début, il faut un support. Et puis à force de tailler tout ce qui redescend du bas, toutes les petites branchettes qui repartent de la tige principale, et l'arbre il va bien comprendre que c'est peine perdue à cet endroit-là, il va arrêter de faire des petites branches en bas. Et puis tout ce qui va être en haut et qui va vouloir pousser, ça on les laisse grandir. Et vous voyez, dès que ça grandit un peu trop, clac, je coupe. Je coupe à cet endroit-là, ça sèche, mais c'est pas grave. Et puis en fait, on va avoir des tas de petits rejets. Vous voyez qu'ici, là, la plante, elle en profite pour faire des rejets en haut, du coup, comme elle voit qu'en bas, ça s'est fait un petit peu grignoter. Elle n'est pas bête du tout, hein. Elle continue à essayer de monter, et puis elle refait des petits rejets là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer
année après année un plateau de taille ici, un plateau de trognage, pour faire en sorte qu'il y ait toutes ces petites branches-là qui continuent à repousser à cet endroit-là. Et puis la tige principale, elle va devenir solide, un peu comme un pied de vie. Et puis ça va finir par se former un espèce d'arbuste, quoi. Voilà. Donc du coup la goji, au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans quand elle est installée, bah, là elle va pouvoir produire des fruits. Et vous voyez bien que toute la quantité de bois qu'elle aurait produit normalement, là, bah, si mes branches elles allaient jusqu'à par terre, bah, à ce moment-là, toute cette quantité de bois, bah, la goji elle va se dire bon ok j'arrive à vivre là tranquillement, mais par contre j'ai pas mon développement naturel normal, donc mon petit stress ça va être de me dire il faut que je me déplace, et à ce moment-là bah, faire des fruits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la taille. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je le dis comme ça, le crowdfunding qu'on a fait a fonctionné, du coup grâce à vous tous. Et puis bah, du coup il y a un super retour de la communauté YouTube, donc bah, ça c'est super aussi, merci à tous quoi. Je vais continuer à faire des petites vidéos. Si vous avez des idées ou des questions ou quoi que ce soit, bah, vous n'hésitez pas. Et puis bah voilà, merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Salut!